Donc on va enchaîner. Allez, infection rouge. Donc on va enchaîner tout de suite pour donner la parole à mon maître, monsieur le professeur Bouskraoui, pour nous parler des pneumopathies et infections de la rougeole. Donc vous connaissez tous professeur Bouskraoui, qui est ex-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, et les chefs de service de pédiatrie, de pneumologie, de pneumologie et des maladies infectieuses. Vous êtes de Reims, madame. À vous la parole. Je ne suis pas de Reims, je vous assure. Hein. Je suis à Marrakech. Monsieur Bouskraoui, vous avez 20 minutes. Je vous assure, je suis à Marrakech. Merci beaucoup, Nza. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est la fin de journée, tout le monde est fatigué. Donc, sur le plan pratique, vous savez très bien que la rougeole, inutile de vous rappeler que c'est une maladie contagieuse, elle est d'actualité et, bien sûr, Razi, qui est le premier à décrire cette maladie. Bien sûr, il y a Ibn al-Jazzar, il est venu après, mais c'est Razi qui a décrit la première fois la maladie. Et puis, après, un Danois qui a parlé de l'épidémiologie, et après, les deux Américains là qui ont parlé du vaccin. Voilà, donc il y a toute une histoire, mais il y a une urgence de la maladie qui, c'est pourquoi on parle. Alors, c'est sûr que c'est un virus à tropisme respiratoire et que cette fameuse capsule va définir plusieurs génotypes, mais rassurez-vous que l'efficacité de vaccin n'est pas touchée parce qu'il y a un seul type qui n'a pas été modifié. Donc, le vaccin ne pose aucun souci. Alors, quoi de neuf? C'est un virus à tropisme respiratoire, mais ce qui est récent, qu'il peut y avoir aussi une transmission par voie conjonctivale. Entre la paupière et la cornée, il y a un tissu qui est riche en lymphocytes et vous allez voir que la physiopathogénie de la rougeole a totalement changé. C'est très important, c'est plus la description classique. Alors, lorsque l'infection est précoce, on va parler du virus qui va rentrer, qui va tapisser l'alvéole, et on va parler de fameux récepteurs SLAM, qui est en fait la molécule d'activation lymphocytaire de signalisation. Et lorsque l'infection est tardive, on va parler d'un fameux récepteur de multiplication, la nectine. Il n'y a plus cette action directe de virus sur l'épithélium respiratoire. Ça passe d'abord par les cellules de l'immunité et après diffusion systémique et après atteinte de l'épithélium respiratoire au cours de la diffusion systémique. Voilà ce que j'ai expliqué. Je vais m'attarder un petit peu sur la physiopathogénie. Pénétration respiratoire, vous le savez très bien. J'ai rajouté la voie conjonctivale. Le virus va venir au niveau des macrophages, des cellules dendritiques, c'est-à-dire les cellules de l'immunité. Il va se fixer sur ce fameux récepteur SLAM, c'est-à-dire ce récepteur qui va favoriser la pénétration du virus au niveau de la cellule, multiplication, je ne vais pas vous casser la tête, et puis après, les virions, grâce à certains virus, à certaines cellules épithéliales qui font l'expression de ce fameux récepteur nectine 4, ils vont commencer à se multiplier, et il y aura une amplification de l'infection. Donc, ça passe d'abord par les cellules de l'immunité. Ce que je viens d'expliquer, je ne vais pas trop tarder. Et finalement, pour faire un peu la synthèse de la physiopathologie, le virus pénètre par voie respiratoire, atteint d'abord des alvéoles, des macrophages. Il y aura, via ce fameux récepteur SLAM, il y aura une diffusion systémique rate, foie, poumon. Après, ces virions vont aller vers les cellules épithéliales, vont les détruire et il y aura des virions qui vont se diffuser
toujours via le système lymphatique. Donc il n'y a pas l'atteinte respiratoire directe classique qu'on avait décrit avant. Vous savez, inutile de vous rappeler que la rougeole, à G1, il y a un rash discret, et après, au G3, elle est déjà accentuée avec des macules papules, avec le fameux signe classique de Koplik, d'accord, mais il est précoce. Les 3-4 premiers jours, une fois dépassés, vous n'allez pas retrouver ce fameux signe de Koplik, et surtout, c'est une infection rétro-auriculaire, d'abord au visage et descendante. C'est très important de reconstituer l'histoire de la maladie. Il faut dire qu'à un certain moment, les gens ils ont oublié la rougeole. N'en parlons pas des jeunes qui sont en train de découvrir la maladie pour la première fois. Ça, c'est très important. Alors, le diagnostic, c'est facile. Il y a la sérologie, mais le gold standard, c'est la PCR. 3 jours avant l'éruption et une douzaine de jours après l'éruption, les PCR, c'est facile. Non parlons pas des GM, etc. Je pense que ça se fait facilement. À Marrakech, ça se fait sans souci à l'hôpital militaire. Je passe sur les chiffres à la fin de à la fin de ce congrès, les gens sont un peu fatigués, mais je vous montre que ce qui est démonstratif, qu'on n'avait pas de souci. Et puis voilà, on commence à déclarer et d'accord, les chiffres sont en train d'augmenter. Ça, c'est les données de notre ministère qui m'ont été données et ont été enregistrées jusqu'à fin août. D'accord? Et puis après, bien sûr, Sousmassa, Dra'at Filal, Tamarrak Safi, etc., qui sont les plus touchés. Et avec nous, notre ami Aziz Ben Azzouz, on pourra en discuter pourquoi la résurgence de cette épidémie-là, létalité, je passe. Alors, j'ai mixé aussi ces données, d'accord, avec un certain nombre de données qu'a préparé avec moi ma collègue Iman Ftui, avec moi dans le service. Nous avons eu 170 patients, 134 hospitalisés à l'hôpital d'enfants de Marrakech, 29 vus en hôpital de jour, 25 ans RIA quand même. Ah, c'est pas une maladie bénigne, d'accord, et 143 ayant fait une rougeole compliquée. C'est-à-dire, en fait, le drainage à l'hôpital, c'est souvent les formes sévères. Et quand même, 7 décès. Hein, c'est pas, hein, et bon, la durée, voilà, c'est environ 4 mois. Alors, je passe. Alors, nous avons l'âge moyen des enfants 3-6 ans. Ça, je parle de la Syrie Marrakchi. L'âge, c'est presque kiff-kiff. Mais c'est plus rural. Vous savez, la région de Marrakech, il y a des régions d'accès difficiles comme Imintanout, le Haouz, etc. Et puis surtout, vous allez être étonnés. Les incomplètement vaccinés, que 15%. Les non vaccinés, la moitié. Et quand même, le 1/4 des vaccinés, ils ont fait un quart. Bon, lorsqu'on vérifie sur le carnet, mais il y a toute une discussion là-dessus sur l'authenticité parfois des choses. Le comptage, il était présent dans 65% des cas, c'est-à-dire souvent, la rougeole de l'enfant, il y a des cas dans l'entourage, d'accord? Et puis, regardez, l'atteinte respiratoire associée à l'éruption fébrile dans notre série comme motif de consultation dans la majorité des cas. Alors, les complications de la rougeole, c'est sûr qu'il y a des complications dues au virus, qui sont respiratoires, ophtalmologiques, neurologiques, mais il y a aussi des complications dues à la surinfection bactérienne et puis la malnutrition. Heureusement, hein, les plus anciens se rappellent de cette lorsque la rougeole survient chez un malnutri ou malnourri, c'est la catastrophe, mais on va s'acharner essentiellement sur les atteintes respiratoires. Regardez les complications de cette série de Marrakech. Bon, vous avez des complications neurologiques, ophtalmologiques, cardiaques, hémodynamiques, cutanées, mais essentiellement ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les complications respiratoires hautes et basses.
D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par complication haute basse que nous avons constaté? Je vais voir ça tout à l'heure. Et puis surtout, n'oubliez pas que la rougeole est une maladie immunodéprimante. Dans les quelques semaines qui vont suivre, il y aura, d'accord, une diminution de l'immunité, ce qui va exposer, d'accord, à la survenue de surinfections parfois redoutables. Là, c'est l'atteinte de poumon dans la rougeole, ce qui montre dans cet article le dysfonctionnement immunitaire sévère révélé par l'immunohistochimie. Je passe. Alors, l'atteinte respiratoire qui nous intéresse aujourd'hui, il survient dans 1 à 6 fois pour 100 enfants, d'accord? Et regardez, la pneumonie, il y a 2 mécanismes. Il y a le mécanisme, ce qui est mécanique, ce sont les atelectasies, d'accord, les emphysèmes, et l'atteinte interstitielle qui peut être virale, mais aussi redoutable, la surinfection bactérienne qui peut donner aussi cette atteinte interstitielle. Alors, quelques séries très rapidement, vous êtes un peu fatigués, je passe. Les Japonais, 2007-2008, la pneumonie vient en tête. Aux États-Unis, la pneumonie aussi, à côté de l'exacerbation de l'asthme, les trachéites pour tout ce qui est atteinte respiratoire, les otites moyennes aiguës, d'accord? Et puis, cette atteinte respiratoire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme atteinte respiratoire basse? La pneumonie, rarement les épanchements, pneumothorax, hydropneumothorax, pleurisé. C'est plus une atteinte de parenchyme. Là, cette série de Guinée, la pneumonie vient en tête. Pakistan, là, la pneumonie, ça vient toujours en tête comme complication respiratoire. En Italie, 2016-2017, l'atteinte pneumonique dans les complications respiratoires en tête, avec l'atteinte lobaire d'abord suivie l'atteinte interstitielle. Et puis, les Chinois, ils ont bien montré que la rougeole peut donner un syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, qui est souvent de très mauvais pronostics, d'accord? Les aspects radiologiques, ce que nous avons constaté à Marrakech, c'est plus des atteintes alvéolaires et suivi de la distension thoracique. D'ailleurs, je vous donne quelques images tout de suite du CHU de Marrakech. Vous allez avoir des épanchements, vous allez avoir des images d'atelectasie avec des emphysèmes de compensation, un joli foyer pneumonique apical droit avec un joli bronchogramme aérien. Donc les atteintes sont très très variées, toujours au CHU de Marrakech. Regardez, c'est très varié entre atteinte alvéolaire, unilatérale, bilatérale, atteinte de lobe moyen, etc. C'est un peu diffus, d'accord? Et puis sur cette série de Roumanie, ils ont trouvé là aussi plus de foyers de condensation suivis de l'atteinte interstitielle. Alors, la rougeole, classiquement, lorsque nous avons vu la rougeole, il y avait la radie de poumon avec parfois une atteinte bronchique classique, d'accord? Et même parfois, comme ce cas, cet enfant italien qui a fait un syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, parfois des complications respiratoires plus graves. Mais maintenant, actuellement, la maladie de poumon due à la rougeole, il y a toute une discussion entre l'utilité des anciens et nouveaux outils, d'accord, d'imagerie. Regardez, là, syndrome bronchique discret. Je fais le scanner, je ne vous demande pas de faire systématiquement pour les plus jeunes le scanner. Hein. Je me contente en général de la radio du poumon, dans un esprit d'économie de santé. Le syndrome bronchique, mais si on fait un truc avec un logiciel de traitement de parenchyme, etc., ça montre que l'atteinte peut être réellement plus diffuse. Nous avons vu ça le matin dans le cadre des dilatations de branches. Donc, même message, je passe. D'accord, je passe. Là, c'est les résultats de le scanner dans la pneumonie virale, quelles que soient les étiologies, les infections virales dans des atteintes très variées. Je passe, on n'a pas eu le temps. D'accord. Là aussi, chez des enfants atteints de rougeole, regardez, le scanner peut montrer des foyers
de condensation, envers des atteintes envers des polis. Donc c'est très varié. Le scanner peut apporter quelque chose, mais il ne faut pas le demander systématiquement. Les germes de surinfection bactérienne, c'est essentiellement le pneumocoque. Donc l'amoxicilline, en général, à 100 mg que le jour, en 3 prises peut suffire. Ce n'est pas une pneumopathie d'inhalation pour rajouter de l'acide clave vis-à-vis des anaérobies. D'accord? Et puis, je passe sur la bactério. L'évolution de nos malades à Marrakech, regardez, il y a le décès dans 2% des cas. Alors, finalement, les décès, il y a un décès par microangiopathie thrombotique et défaillance, par syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère de l'adulte, et puis le choc septique. Donc, vous voyez, la rougeole rejaillit et reste une maladie redoutable. Et il faut faire attention. Je passe là, les Italiens, ils ont bien montré qu'ils ont perdu 2 sur 5 malades qui sont décédés. Très rapidement, pour terminer, rester dans le temps, il y a un aspect qui a été décrit plus ancien. D'ailleurs, l'article que je donne, il date de 1945, c'est ce qu'on appelle la pneumonie interstitielle à cellules géantes. C'est une entité qu'on n'a pas vue dans cette série, d'accord, mais il a été largement décrite, cette pneumonie-là, dans les publications anciennes. Il survient en cas de déficit de l'immunité cellulaire, VIH, déficit combiné, malnutrition, malade sous immunosuppresseur, etc. Et les conséquences de la multiplication virale intense initiale, il donne une détresse respiratoire progressive avec de la fièvre élevée, une hypoxémie réfractaire, avec une évolution souvent vers le décès. Bon, même chose, je passe. Pour terminer, un mot de traitement. Il n'y a pas de traitement antiviral pour la rougeole, d'accord. Il y a la vitamine A. Vous savez très bien que le décès va augmenter chaque fois qu'il y a que le déficit très important. Il est corrélé à la profondeur du déficit. C'est pourquoi il faut donner de la vitamine A à G0, à G1, et lorsque le déficit est très important, à G28. D'accord? Les doses, ça existe sur les bouquins de l'OMS. Il suffit de cliquer sur vitamine A, OMS, etc. D'accord? La vaccination, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. D'accord? On discutera avec ces Benazus tout à l'heure. Il y a ce papier-là qui paraît bizarre de poser cette question. Est-ce que la vaccination contre la rougeole réduit-elle le risque de l'infection respiratoire aiguë chez les enfants? Ça a été fait au niveau du Congo, l'Éthiopie, l'Inde, Nigeria, le Pakistan. Bien sûr, ça réduit, d'accord, largement la mortalité, d'accord. Et un joli article aussi de New England Journal of Medicine, ça comparait les pneumonies chez les vaccinés, chez les non-vaccinés. Bien sûr, il a bien montré que les non-vaccinés, ils vont faire la pneumonie dans 1 à 6 pour 100 enfants. Ça paraît. Mais là, ce qu'on discute, c'est la survenue de complications respiratoires sévères chez même des malades vaccinés dans notre série récemment. Les Pakistanais, ils ont bien montré qu'il y a plus de pneumonie chez les non-vaccinés par rapport aux vaccinés. Donc, on vérifie des choses qui sont donc logiques. Et ce qui est récent pour terminer, c'est que la vaccination précoce contre la rougeole, maintenant, on se pose même la question, est-ce qu'il permet de contrôler aussi les infections à VRS? Il y a des études, des travaux dans ce sens-là. Et donc, bien sûr, Sirida, je ne terminerai pas sans faire de la pub pour... Bien sûr, voilà. Et là, vous savez, Cizerwali, les gens qui l'ont connu, Allah yarhamou, c'était un homme sympathique, qui c'est parmi les membres fondateurs de notre société, il faut dire association de société, d'accord. Et vraiment, vraiment, les gens qui l'aiment, il faut assister à ça, d'accord. Merci pour votre écoute.
Comme vous l'avez bien précisé dans votre présentation, le Maroc a vécu une situation assez particulière avec une augmentation alarmante, hein, il faut le dire, des cas de rougeole et surtout des foyers épidémiques assez localisés, surtout au niveau de zones rurales enclavées, en particulier au niveau de Souss-Massa, mais aussi Dra'atia Filalt qui a déclaré le plus grand nombre de décès d'ailleurs liés malheureusement à cette pathologie qui est normalement, c'est-à-dire on peut la prévenir grâce à la vaccination, et finalement on s'est rendu compte quand on fait quand on a le recul des données que malheureusement il y a eu un laisser-aller de la population par rapport à cette vaccination et le non-respect du calendrier vaccinal, même si vous l'avez dit quand vous avez présenté vos données tout à l'heure, qu'il y a parmi les personnes qui ont eu une rougeole, certains étaient vaccinés, mais ce statut vaccinal était sujet à discussion. Mais je vous remercie encore une fois, c'était un honneur d'être parmi le panel de vos modérateurs aujourd'hui. Vous êtes un ami à la fois et notre professeur et notre maître. Merci beaucoup, professeur Hafedi, de nous avoir honorés et par ce congrès très réussi. Je laisse la parole donc à mon collègue Dr Benazzouz pour me modérer la session de questions-réponses. Merci. De mon côté, je ne peux que remercier Monsieur le professeur Bouzgraoui de cette belle présentation, aussi aux organisateurs de ce beau congrès. Alors, tout d'abord, je vais donner la parole à l'assistance pour s'il y a des questions. Oui. Il y en a deux. Oui. Professeur Kaïm. Merci beaucoup, cher professeur Bouzgraoui, pour cette belle présentation. J'ai une toute petite question par rapport à la Oui, ça c'est un constat et c'est un vrai problème. Est-ce que, d'abord, je me pose la question sur la notification, avec tout le respect, peut-être Sibn Azouz pourra faire un petit commentaire dans ce sens-là, mais il faut dire que même recevoir de dos, ça veut pas dire qu'on va faire jamais la rougeole. D'accord? Ah? Le problème, la non-efficacité primaire ou la non-efficacité secondaire. Vas-y, Benazus. Effectivement, même avec 2 doses, on risquerait de ne pas avoir assez d'anticorps pour se protéger contre la rougeole. Et un point très important, c'est que, comme vous savez très bien, le virus de la rougeole, c'est parmi les virus qui a le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction le plus élevé. C'est-à-dire il arrive à plus de 15, alors que si on prend l'exemple du SARS-CoV, plutôt de la Covid-19, c'était 4 à 5. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de contamination qui est très très élevé. Alors, en réponse, il faut que le taux de couverture vaccinale soit 95% à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau national, régional, provincial et même dans les localités. Alors, si avec le temps, il y a un relâchement de la vaccination, il y aura accumulation de ce que nous appelons les cas susceptibles, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont non vaccinées, c'est-à-dire les 5%, les 7%, les insuffisamment vaccinés. Avec le temps, on aura toute une cohorte. Et même, c'est décrit dans la littérature, même avec 95%, après 10 ans, on risquerait d'avoir une épidémie. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais quand même, chez nous, il y a eu des circonstances où la vaccination vraiment a chuté pour plusieurs raisons. Il y a des raisons que nous connaissons, que nous essayons de contrecarrer. Il y a d'autres raisons qui sont beaucoup plus complexes. Tout à l'heure, on pourra en parler. Donc, il y a une question de l'autre côté, monsieur? Professeur Idrissa Diawara. Biologiste, chercheur à l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, Casaraba. Tu as trouvé quelque chose? Ou tu continues à chercher? Il cherche, il trouve beaucoup de choses. On a trouvé un peu. On continue à chercher. Merci beaucoup, cher maître professeur Bouzgraoui, qui nous a vraiment habitués depuis la nuit des temps à des conférences de très haut niveau.
Aujourd'hui, en tout cas, la thématique de la rougeole nous intéresse en tant que centre Mohamed VI de la recherche et d'innovation et aussi en tant qu'institution de recherche de façon générale. L'épidémie qui a secoué le Maroc récemment, notre centre, en collaboration avec le CNRST et l'hôpital militaire, nous avons été sollicités justement pour voir un peu un des virus qui circulent. Nous avons séquencé, il s'est trouvé que c'est un B3. L'OMS décrit qu'il y a 24 types de ce virus-là. Bien. Et le vaccin, vous avez bien précisé que normalement, la vaccination n'a pas de problème parce que c'est un seul type. Alors, avec plus de 40% des personnes vaccinées qui ont développé la rougeole, on se pose des questions. Est-ce que ces variants-là auraient une incidence sur la survenue? Est-ce que l'épidémie qui s'est déclarée, est-ce que le ministère qui est avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une surveillance à ce niveau pour savoir, au-delà de la notification globale, quels sont les types de virus qui circulent, pour pouvoir vraiment dire qu'il y a une épidémie qui est liée au manque de vaccination, au relâchement ou pas? Telle est ma question. La question que tu poses, c'est une vraie question de recherche, Dewara. D'accord? D'un côté, le virus, il est stable. D'accord? Il y a un seul type. La vaccination ne peut pas. Le vaccin, tous les experts disent, l'OMS, qu'au niveau de l'efficacité, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, ça a été bien expliqué par Sebnazus que nous vaccinons à 9 mois, mais il faut que la couverture dépasse 90-95%. Et nous vaccinons la deuxième dose. Chez nous, il y a un certain nombre d'éléments de relâchement. Peut-être, c'est pas ce que Benazus sera d'accord avec moi ou non. Il y a le Covid. Après le Covid, il y a beaucoup de gens, par la phobie, n'ont pas fait peut-être ni la première dose, ni la deuxième, et peut-être le booster, la deuxième dose, excusez-moi, je fais une bêtise, je dis une bêtise. La deuxième dose, ce n'est pas un booster. Deuxième des choses, c'est le tremblement de terre. Troisième des choses, ce sont des régions où il y avait le tremblement de terre. Troisième des choses, c'est la grève des blouses blanches. Tu peux commenter ce point, Benazus, comme ça on va terminer avec cet aspect? Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, il y a une piste qui concerne l'hésitation vaccinale ou la non-vaccination, et il y a d'autres. Nous sommes en train de chercher à droite et à gauche. Juste pour vous donner une idée sur cette question d'hésitation vaccinale qui est importante. Parfois, on arrive à diagnostiquer un cas dans une collectivité, et un cas grave. Mais malheureusement, il y a une vaccination de riposte à mener autour du cas. Mais malheureusement, les parents refusent de faire vacciner leur enfant. Alors, ce qui amplifie la gravité de la chose, c'est-à-dire que la croyance au fait à la vaccination a été vraiment touchée dans notre pays, ça d'un côté. Et de l'autre côté, c'est que parfois, ce n'est pas uniquement que le milieu rural enclavé, mais parfois dans les villes, dans certains quartiers, que nous considérons que le niveau d'instruction est élevé, on trouve cette question de résistance à la vaccination. Donc tout à l'heure, si j'ai le temps de développer davantage, ça sera, je pense, à la fin, pour dire quelles sont les mesures entreprises par le ministère de la Santé et dans lesquelles vous, comme professionnels de santé, vous avez vraiment un rôle fondamental à jouer. Je confirme, pour l'hésitation à la vaccination des parents, elle existe. Les deux seuls cas que j'ai eu au service confirmés de rougeole, c'est le fruit d'une hésitation des parents. Tout de suite, je passe. Il y a une question à Dr Afif qui veut commenter. Donc, Dr Moulay Saïd Afif, qui est le président de la Société marocaine des sciences et de la santé, des sciences de la santé. Tout d'abord, donc j'adhère à ce qui a été dit par Si Bouskraoui et Si Benazus, mais nous avons prêché par manque de sensibilisation. Je crois qu'on n'a pas assez de sensibilisation. Et quand je dis on n'a pas assez de sensibilisation, je parle de notre gouvernement, de notre ministère de tutelle. Il faut informer les gens, il faut les informer بالدارجة بالشلحة بالعربية et il faut leur dire l'expérience qu'on a eue quand même en 2013 où on a vacciné 11 millions de personnes de 9 mois à 19 ans, ce qui a fait qu'on n'a pas eu de problème pendant les 10 ans. Mais malheureusement, après, il y a eu la Covid,
où nous tous, on s'est mobilisés, puisqu'à un certain moment, durant le confinement, on est, avec Bouscraoui, on a baissé jusqu'à, ça c'est le HCP, jusqu'à 63%. Et après, on a récupéré en l'espace de 1 mois pour revenir à 93%. Donc, et maintenant, ce qui ajoute aux choses, c'est que, et là on le vit, les pédiatres privés le savent, il y a une rupture du vaccin contre la rougeole. Ça, c'est du n'importe quoi. Et vous savez pourquoi ils le retardent? Ils retardent parce qu'ils sont à l'étiquetage. Comme si l'étiquetage, on a besoin de plus... La fin du mois, ça va se faire. Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant et il faut reprendre une vraie sensibilisation et pour que tout l'ensemble et faire adhérer aussi, faire intervenir les professionnels dans cette sensibilisation, les pédiatres de ville, les CHU, les pédiatres de santé publique, c'est important et puis faire comme ce qui a été fait au niveau de la planification familiale, faire des réunions avec les parents et faire collaborer le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'est illogique qu'on puisse voir en 2024 des enfants qui meurent de rougeole alors que le vaccin est là et qu'il est gratuit pour plus de 95%. Et en plus, même dans le privé, le vaccin est remboursé. Donc, ça veut dire qu'il coûte dans le privé 50 dirhams. Merci. Merci beaucoup, docteur Afif. Docteur, c'est bon? Une dernière question, si vous permettez. Bonsoir, professeur Bouscraoui. Je vous remercie pour la qualité de votre présentation. Alors, j'ai une question pratique sur le plan vaccination. Maintenant qu'il y a beaucoup de cas d'oreillons, de rougeole, est-ce qu'il y a intérêt à faire une dose à l'âge de 5 ans, comme un booster, justement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants de moins de 9 mois? Parce qu'il y a des pays où ils proposent de vacciner une vaccination qui n'est pas comptabilisée, mais juste en période d'épidémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Très, très bonne question. On va être très pratique, sinon ça va porter, la réponse va être trop longue. Classiquement, on dit que éviter de vacciner les plus jeunes parce qu'il y a les anticorps de la maman qui passent à travers le placenta. Ils vont interagir avec le vaccin et l'efficacité va être réduite. C'est vrai, parce que jusqu'à 9 mois, tout ça est possible. Et puis, il y a des pays où il y a un grand comptage de rougeole, des grandes épidémies, ils peuvent descendre l'âge de la vaccination jusqu'à 6 mois. Maintenant, je vous donne des schémas classiques, pratiques. Si on vaccine à 6 mois pour certains pays africains, il faut revacciner à 9 mois. Et c'est la seule situation, il faut rajouter une 3e dose de rougeole. D'accord? Entre 12 et 15 mois. Si on vaccine à 9 mois, bon, de toute façon, Sibn Azus va me corriger si je dis une bêtise. Si on vaccine à 9 mois, il faut faire la 2e dose entre 12 et 15 mois. Si on vaccine à 12 mois, comme le font nos collègues en libéral, il doit faire la 2e dose entre 15 et 18 mois. Maintenant, vous avez prononcé Orient. Vous savez que la prévention vaccinale des Orients est très difficile. Ce que nous avons comme vaccin en santé publique, c'est le RR, rougeole, rubéole. Il n'y a pas d'Orient. D'accord? Et puis, ce qui existe en privé, c'est RRO, rougeole, rubéole, Orient. D'accord? Et il y a un passage des deux côtés. Vous savez, c'est comme ça. Il faut respecter le choix des parents. Ils peuvent passer un secteur à l'autre secteur, soit par manque d'argent, parce qu'ils disent j'ai de l'argent, pourquoi ne pas aller me faire vacciner mon enfant dans le cabinet d'un collègue pédiatre. D'accord? Vous savez, si vous faites 2 doses, même 2 doses RRO, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de rien. Et l'efficacité, elle est en 80-90%. Ça dépend du vaccin, de la souche vaccinale, etc., etc. D'accord? Lorsque un enfant prend un seul RR, il passe en libéral et fait une 2e dose RRO,
ça peut l'efficacité entre 50 et 60%. Il y a un grand débat, beaucoup de choses à dire sur cette question. Voilà. Merci, professeur Bouskraoui, pour ces éclaircissements. Et tout de suite, donc, on arrive à la fin du programme de ce samedi. Et je laisse la parole à Madame la Présidente, professeur Naïma Hafideh. Merci de rester jusqu'à la fin. Voilà, depuis le début, vous restez jusqu'à la fin. Il reste 10 minutes. 4 minutes pour le best-of ou 4 minutes pour la remise des prix. Ça vaut le coup. Merci de rester connectés. Et ceux qui sont derrière les écrans, restez aussi avec nous. Merci. Best-of en même temps. السلام عليكم، مرحبا بكم في المؤتمر الوطني الأول للجمعية المغربية للأمراض الحساسية والجهاز التنفسي لدى الأطفال. Bonjour. En effet, les objectifs de ce premier congrès de notre société, c'est d'atteindre le maximum de pédiatres à travers tout le Maroc, et pourquoi pas en dehors du Maroc, et également atteindre les mêmes médecins généralistes pour les sensibiliser par rapport aux maladies respiratoires chroniques de l'enfant et de l'asthme. Ainsi, donc, nous avons dans le futur des perspectives de programmer des séminaires, mais également d'assurer la continuité de ce congrès. Et Inch'Allah, notre deuxième congrès, il va être programmé pour printemps 2025. Soyez nombreux. Bonjour, donc cette première édition de l'ASMAP a été une réussite. En témoigne la participation massive. Nous avons eu plus de 160 participants et nous avons choisi des thématiques très intéressantes, deux pathologies qui sont extrêmement fréquentes en pneumologie et en allergologie pédiatrique, l'asthme chez l'enfant, l'allergie alimentaire. Nous avons également choisi les dilatations des bronches parce que c'est une thématique qui pose énormément de problèmes diagnostiques dans notre pays. Et nous avons choisi aussi une thématique de recherche qui est la médecine personnalisée chez l'enfant. Et nous allons faire notre maximum pour faire de ces rencontres une habitude annuelle. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Voilà, notre congrès a été une très très belle réussite. Grâce à vous, l'assistance, grâce aux participants, grâce aux partenaires qui ont investi, grâce aux conférenciers nationaux et internationaux, c'est bien assuré pour atteindre les objectifs ultimes de notre société, assurer une bonne prise en charge préventive et diagnostique des maladies allergiques et respiratoires. Et ça aussi, c'est un appel à tous les spécialistes d'organes qui prennent en charge les maladies allergiques et les maladies respiratoires de l'enfant, à intégrer notre société pour une bonne prise en charge de l'enfant marocain. Parce que l'enfant marocain, il mérite la meilleure prise en charge
diagnostiques et thérapeutiques connus de par le monde. Merci à vous tous et on se donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Nous avons besoin du soutien des hommes aussi. Pour évaluer les communications affichées, donc je leur donne la parole. Donc c'est Madame professeure Soundou Salimi, qui est membre du bureau de la SMAP. Alors, sincèrement, le choix des thèmes des communications était très difficile parce que l'ensemble des travaux sont très intéressants. Et il y a des gens qui méritent plus et des gens qui doivent améliorer un petit peu la qualité des posters. Mais on a pu sélectionner les trois meilleurs posters. Alors, je commence par le premier poster. C'est les différences de sexe et vitamine D, relations et implications pour l'asthme pédiatrique. Et pour cela, j'appelle Dr El Gharbaoui. Félicitations. Il n'y a que deux femmes. Voilà, c'est un menton dans Ramzi pour vous encourager, Inch'Allah. Je me couche les meilleurs, les trois, ils sont bien. C'est symbolique. D'accord. Prochaine année, Inch'Allah. Ah bah c'est l'équipe de Rabat, j'ai oublié. Alors, le deuxième poster, vraiment c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, même la génétique, c'est un effort vraiment que j'encourage. Donc c'est le deuxième poster, analyse in silico de toutes les mutations faux sens de CD40 ligands révélant des phénotypes cliniques divergents du syndrome d'hyper-IgM lié à l'X. C'est très intéressant, c'est un peu compliqué, mais il y a du travail là-dessus. Hein. Donc j'appelle Dr Hashlef. Oui, ça. C'est l'équipe de Rabat. Hein. Ils ont des outils. Hein. Ouais, c'est une coïncidence. C'est l'équipe. Oui, troisième poster, c'est les DDB de l'enfant, du diagnostic étiologique à la prise en charge, l'expérience d'un service. Donc, j'appelle docteur Mejhoul, service, c'est l'équipe de Marrakech. Encore une femme. Encore une femme.
va dire un mot au nom des lauréats. Vas-y, prends le micro. Félicitations. Il faut lui donner le micro. Alors, c'est elle qui doit prendre la parole. Donc, allez-y. Allez-y. Moi, je vous donne la parole. Ben, je suis heureux d'être là. Ben, félicitations à vous. Allez-y. Et moi, je suis très émue, je suis très contente d'être avec vous et je vous remercie énormément. Merci.